Si quelqu'un tombe sur cet épisode par hasard, qu'est-ce que tu voudrais lui dire pour qu'il reste à nous écouter? Oh, plein de choses, mais la première chose que j'aimerais lui dire, c'est que quand on prend le temps d'écouter quelqu'un, et l'écoute, Dieu sait qu'elle est importante, on va jusqu'au bout parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais, ce sont peut-être les derniers mots qui sont les plus importants. Et quand on découvre quelqu'un, on va effectivement jusqu'au bout pour pouvoir goûter de cette personne jusqu'au bout et faire en sorte de pouvoir retirer tout ce qu'il y a à retirer de cette rencontre. Génial. Est-ce que tu peux nous dire ton grand message, ou ta grande mission, ou tes grandes valeurs, celles qui guident ta vie et qui influencent tes actions quotidiennes? Écoute, tout au long de ma vie, j'ai découvert cette mission qui évolue évidemment avec le temps, mais aujourd'hui, dans cette période de vie-ci, ma mission, c'est de balancer des ondes positives. Ok. J'ai fait de la radio toute ma vie, je rêvais de faire de la radio quand j'étais tout petit, j'en ai fait pendant 45 ans, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'adorais animer, mais que ce qui me guidait le plus, c'était de balancer des ondes d'optimisme, des ondes positives. Et Dieu sait qu'on en a besoin. Donc, ma mission de vie, j'aime bien ce terme-là, parce que dans mission, tu vois, dans émission, il y a mission. Et la radio est quelque chose qui m'a marqué toute ma vie et qui me marque encore aujourd'hui. Et donc oui, voilà, balancer des ondes positives où que je sois. Et j'essaie de faire en sorte qu'autour de moi, chacun puisse, de manière importante ou pas, en profiter. Après, il faut être prêt à les recevoir aussi. C'est bien ça, évidemment. Donc après, moi je balance et puis chacun prend ce dont il a besoin, envie, ce qui est possible ou pas. Pour moi, ce qui est important, j'aime bien le geste du jardinier qui sème. Et puis, on voit ce que ça donne. Comment est-ce que la terre réagit, comment est-ce qu'elle prend et comment est-ce que la graine peut germer, peut donner quelque chose, une fleur, un arbre, un légume, peu importe, ou rien, parce que c'est aussi possible. C'est aussi possible. Ok. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, enfin d'où tu viens, où tu es, où tu vas et qui tu es? Alors j'aime bien, d'abord merci Cédric de m'inviter. C'est toujours, mais je te le disais hors antenne, que ton parcours m'épate et la manière dont tu mènes les choses et dont tu fais les choses. Et c'est pas pour faire passer de la brosse à reluire. Hein, je dis ce que je ressens et ce que je pense. Donc C'est gentil. donc, bravo et donc merci. C'est un honneur d'être là, vraiment. Merci beaucoup. Merci aussi. Et en fait, j'aime bien me présenter, j'aime bien mon nom et mon prénom. Vossen, c'est du flamand, en fait. Un vos, c'est un renard. Vossen, ce sont des renards. Et j'aime bien, en fait, ce petit personnage, ce petit animal, qui s'adapte, qui est très résilient à toutes les situations. Et je pense que c'est ce que c'est une de mes forces, c'est cette résilience. Et Dieu sait qu'on en a besoin, a fortiori par les temps qui courent. Et j'aime bien, à travers mon nom et mon prénom, et coller à chaque lettre de mon nom et mon prénom, de coller une qualité, un talent, une valeur, quelque chose qui me touche profondément et quelque chose qui fait qui je suis. Et donc le V, c'est le V de valeureux. Le V de Vossen, donc la première lettre, c'est valeureux. Parce que mon père était quelqu'un de très courageux, très valeureux. Je pense que j'ai quelqu'un de vaillant. Je pense que j'ai pris ça de lui. Et puis le O de optimisme. Ma mère était une optimiste convaincue et je pense que j'ai pris ça d'elle. Et puis il y a le premier S qui est le S de spiritualité, spirituel. Pour moi, la spiritualité, pour moi en tout cas, ça n'est pas la religion. C'est quelque chose qui nous relie avec ce qui est plus grand que nous, avec la nature, avec l'univers, avec le monde. Et je suis quelqu'un de très spirituel et j'aime bien d'ailleurs le double sens du mot spirituel. Quand on dit de quelqu'un qui est spirituel, c'est quelqu'un qui a de l'humour, qui est drôle, qui se prend pas toujours au sérieux, qui d'ailleurs ne se prend pas, qui fait les choses sérieusement pour moi, mais qui ne se prend pas au sérieux. Donc voilà, il y a plein de choses derrière spirituel, mais pour moi c'est un mot important. C'est aussi un mot important parce que j'aime bien voir ce qui se cache derrière
la partie visible de l'iceberg, ce qui se cache en dessous. Parce qu'il y a plein de choses en dessous. Et quand on parlait d'écoute et d'attention à l'autre, quand on va gratter, quand on va chercher vraiment ce que tu fais aujourd'hui, ce qu'il y a chez l'autre, on découvre toujours des choses, des pépites, des choses exceptionnelles, des choses extraordinaires. Et on les découvre pour soi, mais parfois aussi on les fait découvrir à l'autre, en le faisant parler, en le faisant partager ce qu'il ressent, ce que tu fais. Et puis il y a le deuxième S de solidarité. Je pense que l'union fait la force, c'est notre slogan national, hein, à la Belgique, ouais. L'union fait la force. Je pense vraiment que l'union fait la force et qu'on est toujours plus fort ensemble. C'est Yoko Ono, la femme de John Lennon, qui disait, enfin, je ne pense pas que ça vient d'elle, mais elle le dit, elle l'a dit, rêver seul reste un rêve. Rêver ensemble devient la réalité. Et donc j'adore ça parce que c'est vrai que quand on reviendra sur le rêve tout à l'heure. Et puis il y a le E de enthousiasme. Je suis quelqu'un de très enthousiaste, de passionné. Je fais les choses pleinement. En tout cas, alors j'allais te dire, j'essaye de faire les choses pleinement, mais non. Parce que Maître Yoda, dans Star Wars, a dit do or do not. There is no try. Fais ou ne fais pas, il n'y a pas d'essai. Donc je fais, alors ça réussit pas toujours. Donc je suis enthousiaste. Et puis le N de, avant je disais le N de nostalgie ou d'énergie, puisque j'étais patron de nostalgie et d'énergie en Belgique pendant une vingtaine d'années. Aujourd'hui je dis nature. Le N de nature et de naturel. Je suis quelqu'un de naturel et d'authentique, en tout cas de sincère. Alors il y a des fois où c'est plus compliqué que d'autres, mais c'est quelque chose que je me remplace. Et puis alors rapidement le M de Marc, c'est la musique, parce que toute ma vie, je ne pourrais pas imaginer ma vie sans musique. Le A de amour, parce que s'il y a plus qu'une chose qui reste, c'est ça. Le R de rêve, et on en reparlera sans doute, et le C de chance. Ça aussi, ça aussi, on en reparlera. C'est noté. Donc, tu as passé quand même une bonne partie de ta vie dans la radio. 20 ans nostalgie, 11 ans énergie, en tant que CEO. Oui, exact. En fait, je rêvais de faire, depuis que j'ai 6 ans, donc il y a 61 ans, je rêvais de faire de la radio. J'écoutais les radios pirates qui étaient sur les bateaux pirates dans la mer du Nord. Et j'adorais ça, ça me fascinait, j'étais absolument fasciné par ça. Je comprenais rien de ce qu'ils disaient parce que c'était en anglais ou en flamand. Et je suis francophone, aujourd'hui je suis bilingue, et j'étais fasciné. Et je voulais en fait faire de la radio. Il se fait que la vie, pour faire bref, m'a amené... j'ai pas été en mer pour faire de la radio, mais ce sont les radios libres qui sont arrivés sur Terre. En 78, lorsque j'étais dans mes études de droit, et je suis rentré dans ce studio donc j'avais 21 ans, je suis plus jamais ressorti. Je ne suis jamais ressorti. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Ton rôle aujourd'hui, il a un petit peu évolué, tu me disais? Donc j'ai arrêté de bosser il y a 2 ans chez Nostalgie Énergie, donc j'ai fait plein de radios, dont Nostalgie Énergie, comme tu l'as évoqué. J'ai commencé à passer l'aspirateur dans un studio radio. Je dis souvent que j'ai passé l'aspirateur et je suis devenu directeur. Et entre-temps, producteur, animateur, programmateur, plein de choses. Et aujourd'hui, j'avais un autre rêve en fait. Quand j'étais gosse, j'avais vu Raymond DeVos et Fernand Reynaud, pour ceux qui se rappellent de ces deux gros hommes. Je voulais en fait faire de la scène. Et je voulais faire ce qu'on appelle aujourd'hui des seuls en scène. Et c'est que quand j'ai arrêté de bosser chez Énergie Nostalgie, je me suis dit, je vais faire mon autre rêve. J'en ai plein d'autres, mais 2 rêves importants professionnellement, c'est ça. Et donc je me suis lancé dans ce qu'on peut appeler le stand-up, le one-man show, le seul en scène. Et donc j'en ai fait un l'année dernière, en septembre. C'était mon premier. Et puis là, j'en prépare 2 autres pour 2025. Génial. Et à côté de ça, je suis ce qu'on appelle coach ou consultant ou
Je partage mon expérience dans des entreprises, en intra-entreprise ou inter-entreprise, en coaching individuel, en coaching collectif. Je bosse là pour le moment avec le groupe Énergie en France pour y implanter le journalisme constructif. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. C'est comment est-ce que, par les temps qui courent, l'information et les médias peuvent balancer des ondes un peu plus positives que ce ne le font aujourd'hui. Ouais, il y aurait peut-être besoin, je suis d'accord avec vous. Il y a un besoin absolu. On aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Ok, super mission, formidable mission. Puis en plus, ça correspond à ton rêve. En fait, tu disais que tu avais démarré un petit peu en bas de l'organigramme et puis que tu étais monté. Est-ce que tu peux nous dire un peu ta vision du management? Parce que les gens qui nous écoutent ici sont des chefs d'entreprise et puis des managers, quelle que soit la taille de leur équipe. Et à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un point de vue différent sur le management et puis peut-être des choses à appliquer dans le management. Alors écoute, j'ai été un manager extrêmement autoritaire au départ. On ne nous apprend pas à être manager. Hein. Et donc quand on nous donne du pouvoir à un moment, on ne sait pas toujours très bien comment l'utiliser. Et alors on l'utilise parce qu'on a un certain ego, un ego certain. On l'utilise parce que tout d'un coup, lorsqu'on reçoit du pouvoir, on joue au petit chef. Et j'ai joué au petit chef. J'ai commencé à diriger des équipes à l'âge de 28 ans. Et donc, je savais pas du tout comment faire, vraiment. Et si j'ai un bon fond, je l'exprimais très mal. Et je pensais qu'effectivement, il fallait faire preuve d'autoritarisme, d'autorité. Et comme j'ai une grande gueule, passez-moi l'expression, c'est évidemment plus facile. Comme je fais 1m94, j'en impose un tout petit peu. Et donc, je pense que j'en ai profité. Il sait qu'au fur et à mesure des années, on apprend. On apprend à faire en sorte que, par expérience et par expérience successive, on apprend à écouter. On en parlait tout à l'heure, on apprend à sentir. On apprend à prendre le temps. On apprend à mesurer les conséquences de nos actes, de nos choix, de nos paroles. Et tout cet apprentissage vient au fur et à mesure, avec essai-erreur. Okay. Et puis, ce que j'ai appris au bout du compte, au bout de toutes ces années, 37 ans ou 38 ans de direction, diverses et variées, j'ai appris que ce qui est un point essentiel, c'est de partager le pouvoir. C'est ne pas le laisser là, comme ça, en jachère, juste sur ses épaules. C'est de responsabiliser les gens autour de nous. Et je suis un fan depuis 2014. Je suis un fan depuis que j'ai lu Isaac Getz, Liberté et compagnie, ça c'était en 2010. Et puis Frédéric Laloux, Réinventer les organisations. J'ai été fan absolu. Et donc j'ai voulu mettre en place ça dans les 8 dernières années de ma direction chez Nostalgie Énergie. Et on l'a fait. Et c'est toujours en cours parce que c'est jamais terminé, mais de partager les responsabilités, de faire en sorte que le patron ne soit pas au sommet de la hiérarchie, mais à la base de la hiérarchie, qu'il soutienne ses équipes, qu'il soutienne ses équipiers. J'aime bien d'ailleurs dire, Cédric, j'aime bien évoquer le mot équipier, pas collaborateur. Collaborateur, c'est cum laborare, c'est travailler avec. Mais quand on travaille avec, on ne regarde pas nécessairement dans la même direction. J'aime pas parler d'employé, parce que employer quelqu'un, quand on reprend l'étymologie même du terme, c'est employer, c'est l'utiliser. J'aime bien parler d'équipiers, parce que les équipiers regardent tous dans la même direction, dans le même but. Et donc, une équipe, des équipiers sont vraiment extrêmement importants. Et quand on parle d'équipiers, on est tous logés à la même enseigne. On est tous sur le terrain. Et on regarde vers le but. Alors, effectivement, le coach, il est au bord du terrain, il donne son impulsion, mais ce sont les gars qui sont sur le terrain qui font marcher là, qui font en sorte que le match soit réussi ou pas. Et donc voilà, moi je me considère souvent comme un entraîneur de foot, et où les responsabilités sont extrêmement bien partagées. Et il y a 3 mots qui pour moi sont capitaux dans la manière de manager. C'est le mot confiance.
regardez le nombre d'entreprises, et il y en a encore plein aujourd'hui, alors il y a une évolution, le nombre d'entreprises où on fait les règles pour ceux qui contournent les règles. C'est Jean-François Zobrist, qui disait, dont d'ailleurs Frédéric Laloux parle, dans Réinventer les organisations, qui disait donc déjà dans les années 80, qui était manager, qui avait mis en place en fait déjà un système de leadership participatif très poussé. Il est passé ici. Oui, ben voilà. Moi, il y a un truc il y a plein de trucs que j'ai retenu de lui. Ah oui. Mais ce que j'ai retenu, c'est que il dit 97% des gens sont bons. Oui. Alors bien sûr, à l'échelle de la planète, ça fait quand même 240 millions de connards, mais parce que sur 8 milliards, 3%, c'est voilà. Mais tu te rends compte, et donc 97 ou 97% des gens sont prêts à aider. Et il n'y a aucune raison que de croire, quand ces 97% gèrent correctement leur famille, leurs biens familiaux, que quand ils pénètrent dans une société, quand ils passent la porte d'une entreprise, ils viennent bêtes, ils viennent irresponsables. Ça n'a pas de sens. Et donc c'est pour moi un élément essentiel, c'est la confiance. Confier les choses, et j'ai pas dit déléguer. J'aime beaucoup le mot confier, parce que de confier quelque chose à quelqu'un, quand vous confiez un secret, une demande, quand vous confiez quelque chose vous faites confiance à cette personne. C'est pas la délégation, vraiment. J'accorde une importance particulière à cette distinction. La deuxième chose, c'est la bienveillance. Alors, la bienveillance, aujourd'hui, c'est parfois un mot qu'on utilise à tort et à travers, mais je vais donc changer de mot, et je vais dire amour. Et alors, on me dit, mais Marc, ça va ou quoi? Parler d'amour en entreprise. Alors, les Grecs ont une formidable manière de distinguer, en fait, l'amour. Bien sûr, il y a Eros, mais il y a aussi Philia, qui est l'amitié, et l'agapé, qui est l'amour universel. Moi, je parle évidemment des deux derniers. Et en fait, cet agapé, cet amour universel, cette philia, sont des forces incroyables quand on peut faire en sorte qu'elles pénètrent dans une entreprise. Aimer les gens avec lesquels vous bossez. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut les embrasser sur la bouche, hein, on est bien d'accord, c'est pas le but. Mais apprécier, les écouter, être attentif, faire attention à. Quand vous croisez quelqu'un dans un couloir, simplement déjà dire bonjour en le regardant, pour lui dire tu existes à mes yeux, tu es là, tu es important. Pour moi, c'est voilà la bienveillance, mais je vais dire l'amour. Quand on se réveille, quand un être humain se réveille le matin, il a peur de deux choses. Un, de pas être aimé. Deux, de mourir. Je schématise volontairement. C'est en tout cas une de mes croyances, une de mes convictions. Et si, quand vous croisez quelqu'un dans un couloir, dans votre boulot, dans la rue, peu importe, et que au boulot, vous lui dites tu sais, Cédric, t'es important pour moi, sans toi, j'y parviendrai pas. Qu'est-ce que vous pensez que l'autre ressent? En fait, vous distillez là une perle d'amour, une graine d'amour, peu importe. Vous distillez quelque chose qui fait que vous valorisez la personne en face de vous. Et puis la troisième chose, c'est l'authenticité. C'est avouer sa vulnérabilité. Vous savez, j'ai une histoire particulière avec une de mes filles qui est décédée à l'âge de 9 jours en 1988, et je ne vous fais pas toute l'histoire. J'ai d'ailleurs écrit un texte à ce sujet qui s'appelle « Il n'y a pas d'hasard », qui était une de mes premières conférences. Et cette petite fille, un jour, alors qu'elle est décédée depuis 20 ans, j'entends sa voix dans ma tête. Alors chacun interprétera cette voix comme il l'entend. Moi, je l'entends. Et elle me dit « C'est bon, papa. » Alors que pendant 20 ans, j'ai culpabilisé de sa mort. C'est bon, papa, maintenant. Crée, transforme, crée. Ces deux mots, crée et transforme, m'ont marqué à tout jamais. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ça, moi qui étais un manager autoritaire, cette intervention
de cette petite fille qui s'appelait Sophie, la sagesse en grec. Ouais. Cette intervention m'a fait incroyablement évoluer en termes de management. Et j'ai raconté cette histoire à mes équipiers et mes équipières. J'ai raconté ma vulnérabilité, j'ai raconté comment j'ai été. Et le fait outre les compétences qu'un manager doit avoir, évidemment, à côté de ces compétences, il y a ce savoir-être. Il y a Zig Ziglar, d'ailleurs, qui dit, qui est un psychologue, qui dit ce sont plus vos attitudes que vos aptitudes qui déterminent votre altitude. Je trouve que c'est une phrase extraordinaire. Parce qu'aujourd'hui, plus qu'évidemment il y a 20 ans ou il y a 10 ans même, aujourd'hui on fait beaucoup plus attention au savoir-être, aux soft skills comme on dit, qu'au savoir-faire. Bien sûr, le savoir-faire est important, personne ne le niera. Mais le savoir-être est passionnant. Et quand vous savez être fragile, pas faible, hein, je dis fragile. Non. Je pense que de toute façon, on peut se montrer vulnérable justement parce qu'on n'est pas faible. Oui, c'est oui. une preuve de force que de pouvoir se montrer vulnérable. Je suis tout à fait d'accord avec toi, tout à fait. Et donc cette fragilité, cette vulnérabilité dont vous faites preuve, vous permettez aux autres de l'être aussi. Mm-hmm. Et quand vous ouvrez cette porte-là, qu'est-ce que vous croyez qui arrive? Plus d'amour, plus de bienveillance, plus de confiance. À partir du moment où ces trois éléments, la bienveillance, pour revenir sur ce terme, parce que je prends les trois premières lettres de bienveillance, authenticité et confiance, ça donne bac. Vous passez votre bac. Donc, si vous êtes bienveillant, confiant et authentique, vous passez votre bac et c'est bon. Et ce sont des en tant que leader, parce que j'aime bien cette combinaison du manager et du leader. Je pense qu'il faut, il faut rien. Il n'y a pas de, il faut. C'est chouette de pouvoir être les deux et quelqu'un qui exerce un leadership complet est à la fois leader et manager. Donc savoir-être, savoir-faire pour schématiser un tout petit peu les deux. Je ne sais plus si je réponds à ta question initiale. D'ailleurs, je ne la connais plus, ta question initiale. moi non plus, et c'est pas grave parce que du coup j'ai d'autres questions qui me sont venues en t'écoutant. Tu as expliqué en fait ce qui a fait le passage d'un management autoritaire à un management de la confiance, de la bienveillance et de l'authenticité. Mais à ton avis, pourquoi est-ce que le fait que tu aies démarré en étant autoritaire, c'est quoi? Ça vient d'où en fait? T'as eu un modèle comme ça? T'as eu des patrons qui étaient comme ça? Ou c'est un rôle que tu t'es dit que tu devais prendre? Parce qu'on a souvent ça chez les managers qui en fait manquent de confiance en général parce que l'entreprise leur dit t'es en haut dans l'organigramme, t'as un grade, donc tu dois être autoritaire. Et effectivement, la plupart quand ils commencent à avoir de la bouteille, se rendent compte que ça marche pas du tout, que c'est la forme de pouvoir la plus destructrice en termes d'initiative. Je dis souvent, c'est un peu le pouvoir qui s'use quand tu t'en sers. Plus tu t'en sers de ce pouvoir autoritaire qui t'est conféré par ta hauteur dans l'organigramme ou même ta taille, plus on se dit, s'il a besoin de ça, c'est vraiment qu'il est pas bon, quoi. Mais d'où ça vient, d'après toi, ce truc? Toi, pourquoi t'as été tenté par cette manière de faire? Mon père était autoritaire. Et puis, le pouvoir, comme je le disais, je ne savais pas comment l'utiliser quand je l'ai reçu. Ça vient sans doute aussi de ma vie de famille. J'avais mon père très autoritaire et ma sœur aînée qui était en lutte de pouvoir en permanence dans la famille. Et donc, je voyais ma mère qui était coincée entre les deux et qui essayait de faire du mieux qu'elle pouvait. Et moi, pour ne pas rajouter une difficulté à l'équation, je pense que je suis resté dans le rang pour ne pas en faire 3 tonnes et complexifier le truc. Il fait que quand je suis sorti de cet univers familial et que je suis rentré dans un autre univers d'équipe, de famille, de personnes que l'on côtoie, j'ai repris des choses que j'avais vues et que j'ai essayées et qui ont fonctionné par petits bouts de temps en temps, mais au bout du compte, on se rend compte, comme tu viens de le dire, que c'est pas ça qui marche.
Mais il faut tout un apprentissage, et quand dans votre famille, effectivement, vous avez ces images-là qui vous reviennent tout le temps, c'est ce que vous faites de manière spontanée, puisque vous n'avez pas appris à être manager, c'est ce que vous faites de manière spontanée dans un autre cadre, celui du boulot. Et puis il faut reconnaître que cette forme de pouvoir, elle a un avantage, c'est qu'elle fonctionne à court terme. Oui. C'est-à-dire que quand tu fais peur aux gens, en général, ils exécutent ce que tu leur as dit. C'est du court terme. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, tu te crames pour plus tard, en général. Tu as raison. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'aime bien que tu utilises le mot amour parce que c'est vraiment un terme qui est pas du tout utilisé en management. Et pourtant, je pense que les meilleurs managers aiment leurs collaborateurs et ils les aiment dans leur dans le fait qu'ils soient uniques, dans leur je sais pas si on dit unicité, dans leur fait qu'ils sont des individus uniques. Et pourtant leur singularité. Leur singularité, c'est le mot que je cherchais. Et pourtant, alors il y a une phrase qui est qu'on est très souvent tenté de dire quand on est manager, c'est personne n'est irremplaçable. Quand quelqu'un quitte l'entreprise, quand on vire quelqu'un, on dit aux autres personne n'est irremplaçable, en croyant les rassurer. Mais en fait, on est en train de leur dire à tous qu'ils sont remplaçables. Ouais. Et puis il y a une autre phrase qu'on dit souvent, et celle-là elle correspond à la confiance. Et puis j'aimerais bien avoir ton idée sur cette phrase. C'est non, mais on a le droit de se tromper. Non, c'est pas ça. La confiance n'exclut pas le contrôle. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase? Alors, c'est une très chouette phrase et je vais y aller par étapes. Donc en fait, regardez avec vos enfants. Si vous avez des enfants, qu'est-ce qui se passe? J'aime toujours bien revenir à l'image de la famille. Parce que c'est notre premier cercle d'évidence. Quand vous apprenez un enfant à marcher, qu'est-ce qui se passe? Il va faire ses premiers pas, vous êtes là à côté de lui pour l'encourager. Néanmoins, vous êtes attentif, vous contrôlez que sur son chemin, il n'y ait pas de trucs compliqués, une chaise qui l'empêche d'avancer ou qu'il fasse tomber, qu'il n'y ait pas d'obstacle ou qu'il y ait le moins d'obstacles possible pour lui permettre de continuer à avancer. Et lui, sa confiance, elle va grandir à partir du moment où plus il marche, plus cette confiance va grandir. Mais ça n'empêche pas qu'à côté, au démarrage, pour ses premiers pas, ou pour même les pas suivants, nous sommes toujours attentifs, nous contrôlons l'environnement pour que celui-ci puisse être le plus libre possible, pour qu'il puisse continuer à augmenter sa confiance en lui, et après ça, qu'il se détourne lui-même des obstacles qui viendront à sa rencontre. Et pour moi, c'est exactement ça en fait. C'est l'image du père, de la mère, qui veille à ce que le chemin soit le plus dégagé possible, qui contrôle, qui est attentif au fait que ce soit le plus dégagé possible pour permettre à son équipier, à son équipière, à son enfant, même si je n'infantilise pas les choses, d'avancer. Ok, super. J'avais jamais entendu ça, tu vois, j'avais jamais entendu que le contrôle, ça pouvait être justement le contrôle de l'environnement pour permettre aux gens de se déployer. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours été très utile, enfin, depuis que j'applique ce management, ce leadership, j'utilise cette métaphore de l'enfant qui apprend à marcher parce que je la trouve d'une évidence. Tu as dit que quand tu étais arrivé à la radio, tu avais commencé par passer l'aspirateur et tu avais fini par être à la direction et puis que tu avais fait un peu tous les postes entre deux. Est-ce que tu penses que pour manager, il faut avoir fait tous les postes? Non, je pense pas. Je pense qu'ici, ça m'est arrivé et je suis très heureux de l'avoir fait. Néanmoins, il faut rien. C'est mieux de connaître ce que chaque équipier, équipière fait. Pas dans les détails, nécessairement, mais au moins d'être conscient de son job,
de ce qu'il fait avancer, des obstacles qu'il rencontre. Et quand vous êtes à l'écoute de ça, que ce soit de votre équipe rapprochée, si vous êtes dans une grande entreprise, ou bien de l'ensemble de votre équipe, si vous êtes dans une PME, une petite moyenne entreprise, je pense que le fait de connaître les métiers qui t'entourent en tant que directeur, c'est un plus. Cela étant, le fait de ne pas connaître ou de ne pas être au fait de l'actualité de la dernière évolution n'est pas important. Je pense que c'est encore une fois lié à l'être humain qui produit. Si on connaît son environnement, et je reprends alors la métaphore que je viens d'utiliser, s'il a une difficulté en connaissant son environnement, je peux contrôler et faire en sorte que cet environnement soit le plus libre possible pour que lui puisse faire son boulot. Et donc, être attentif à la personne et attentif à son environnement et attentif à son métier, que son métier ne soit pas inconnu, ça, je pense que c'est essentiel. Ok. Est-ce que ça répond à ta question? Très, tout à fait. Est-ce que il y a un mot que tu n'as pas prononcé, en fait, ce que tu viens de nous dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'être plus compétent que nos collaborateurs pour les aider à performer. Mais alors, du coup, l'exemplarité, c'est quoi pour un manager? Si c'est pas être plus compétent ou apporter des compétences à nos collaborateurs pour les aider, être exemplaire, ça veut dire quoi, du coup? Alors, c'est savoir-être. Alors, je vais faire un petit clin d'œil. J'ai donc été administrateur délégué, j'ai été directeur général, et je vais te dire un secret. Je ne sais toujours pas lire un bilan. Mais j'avais une directrice administrative et financière qui était magnifique et qui, au moment où je devais présenter les budgets, évoquer les chiffres, faire le détail de ces chiffres, elle m'expliquait tellement bien que je n'avais plus qu'à raconter l'histoire. Et c'est en ça, et j'aborde donc le deuxième point, quand j'ai fait mes conseils d'administration, que j'ai présenté les budgets, Dieu sait que j'en ai fait, j'ai toujours, Cédric, raconté une histoire. L'histoire des gens, l'histoire de la boîte, l'histoire des marques, la manière dont on avait envie d'implémenter ces marques. Et que l'argent, qui est effectivement un nerf de la guerre, n'était pas le but ultime. Que le but ultime, c'était la rayonnance de la marque et des équipes. Que chacun soit bien et qu'on avance. Et c'est quelque chose que j'ai vécu toute ma vie. Sortant d'une présentation budgétaire, tout le monde avait toujours le sourire. Parce que l'histoire était belle, parce que l'année d'après, quand on revenait, on avait su que l'histoire était réelle et authentique, et que c'était pas juste qu'on avait raconté des bobards, c'était vrai. Alors le chemin n'est pas toujours simple, on est bien d'accord, hein. Sinon, c'est pas marrant. Mais évidemment. Donc, si tu veux, on peut être directeur pendant toutes ces années et ne pas savoir lire un bilan. En fait, ça m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas. Et j'avais des gens autour de moi qui étaient bien plus compétents que moi pour pouvoir me le raconter. Moi, mon talent, c'est de raconter des histoires. Et c'est le deuxième point, c'est le savoir-être. Donc, comment est-ce qu'on enthousiaste les gens? Comment est-ce qu'on les écoute? Comment est-ce qu'on les aide à grandir? Comment est-ce qu'on les aide à se déployer? Comment est-ce que, par l'exemplarité, on a parlé de fragilité, on a parlé de vulnérabilité, mais on a parlé aussi d'enthousiasme. On n'a pas parlé de ça, mais d'être disponible, pas à disposition. Hein. Oui. C'est pas la même chose. Hein. D'être disponible, d'être ouvert, d'être curieux, de savoir quand même de quoi on parle, parce que j'ai fait ce métier et que j'ai prouvé dans des tas de circonstances différentes que je savais de quoi je parlais. C'est pas comme si je tombais là-dedans comme quelqu'un qui ne connaissait rien. Donc, si tu veux avoir la connaissance des métiers, mais ne pas être compétent, le plus compétent dans chacun d'entre eux, j'étais moins compétent que chaque personne de mon comité de direction
Et au-delà, parce que eux savaient, moi j'étais compétent dans l'histoire que je racontais à mes administrateurs, dans le lien que je mettais en place, dans la défense de la marque d'un point de vue marketing, dans plein de choses. Mais tous et toutes étaient plus compétents que moi dans leur métier. Donc ils n'avaient pas besoin d'exemplarité là, parce qu'ils avaient un autre exemple où eux n'étaient pas les meilleurs et où moi je remplissais mon rôle. Super intéressant. Alors, moi aussi, j'aime beaucoup le modèle de l'entreprise libérée que tu as évoqué, même si c'est pas vraiment un modèle, hein, même si je pense que c'est plus une manière de faire, une attitude, une philosophie de pratiquer son management. Oui. Mais est-ce que toi, tu as été confronté à des moments où tu as dû prendre des décisions difficiles pour tes équipes et comment tu as géré ça? Parce que tu peux faire confiance, tu peux être bienveillant, tu peux être authentique, puis un jour, tu peux aussi avoir à faire le sale boulot qui vient avec le boulot sympa, qui est de devoir se séparer de certaines personnes ou d'une personne parce qu'elle n'est pas assez compétente ou X ou Y. Et comment tu as vécu ça et comment tu concilies ça avec l'amour, justement, que tu essayes d'avoir pour tes équipes? Alors, je vais partir de ton dernier point, puis j'arriverai. En fait, il y a une expression, une citation qui dit qui aime bien châtie bien. J'aime pas du tout ce mot châtier, hein, parce que c'est très... Voilà. Mais je vais repartir là-dessus. En fait, quand on aime les gens, on peut aussi leur dire des choses qui ne leur font pas plaisir. Avec bienveillance, avec ouverture, avec empathie, en se mettant à la place. Donc, quand on parle d'authenticité pour un leader, un manager, ben c'est ça aussi, c'est de pouvoir dire les choses telles qu'on les ressent. Et donc, c'est de le faire avec amour et avec beaucoup d'empathie et en reconnaissant la tristesse, en participant à la courbe de deuil, en mettant des gants et en étant attentif à l'autre. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième, bien sûr, j'en ai plein. Quand je suis arrivé à Nostalgie en 2000, mon premier job a été de rééquilibrer les comptes parce que ça faisait à l'époque 15 ans que Nostalgie en Belgique perdait de l'argent. On avait de super actionnaires qui ont accepté de perdre de l'argent pendant 15 ans en Belgique. Et puis j'ai dû me séparer de toute l'aile commerciale locale. Donc ça faisait une quinzaine de personnes. Parce que ça coûtait beaucoup trop cher à la boîte et on avait décidé de déléguer, de confier, d'outsourcer la régie locale. Et donc j'ai dû effectivement annoncer à une quinzaine de personnes qu'on mettait un terme. Alors quand vous arrivez depuis 1 an et demi dans une boîte et qu'effectivement on vous demande de faire ça, enfin vous en rendez compte vous-même, personne ne me l'a demandé, mais on était d'accord évidemment pour pouvoir le faire. Donc ça veut dire que, il faut l'annoncer à l'ensemble des équipes en même temps. 2, donc, quelle communication? Une communication transparente, une communication empathique, une communication vraie, la réalité est ce qu'elle est. La deuxième chose, c'est de prendre chaque individu et les rencontrer, et leur accorder du temps, et de tenter de trouver des solutions, non. Pas de tenter, de trouver des solutions ou pas, mais de prendre du temps pour chacun et chacune d'entre elles. Quand vous avez ça au début de votre, on va dire, carrière, entre guillemets, de directeur, et que chacun et chacune voit le temps que vous passez avec ceux et celles qui partent, comment vous tentez de les recaser potentiellement. Qu'est-ce que vous croyez que ça impacte chez ceux qui restent? Et je l'ai pas fait pour dire, regardez comme je suis beau, comme je suis joli, ou comme je suis malin, ou comme je suis intelligent, Non, je l'ai fait parce que je ressentais, parce que, encore une fois, j'aime les gens, et que je ressentais que c'était ça qu'il fallait faire. Prendre du temps, et que j'aurais aimé, si j'avais été à leur place, qu'on prenne du temps aussi pour moi. Donc, fais aux autres ce que tu as envie qu'on te fasse. Ne fais pas aux autres ce que tu n'as pas envie qu'on te fasse. Et pour moi, ça, c'est une règle que j'ai retenue de mon père.
qui sous plein de trucs étaient effectivement extrêmement autoritaires, comme j'ai dit, mais il y avait quand même un super bon fond et de chouettes maximes. J'ai retenu de ça de lui. Ne fais pas aux autres ce que t'as pas envie qu'on le fasse. Donc, quand t'es viré, si tu vires si tu vires, fais en sorte que ce soit comme si c'était pour toi. Et donc, réfléchis à ça. Réfléchis aux conséquences. Donc oui, il y a eu plein de moments difficiles où on s'est séparés soit d'équipes, soit de personnes en particulier. C'est de prendre du temps. Prendre du temps. Et tenter en amont de ça. Parce que virer quelqu'un, licencier quelqu'un, c'est un échec. C'est un échec. Parce qu'on a mal choisi, ou qu'il y a une mauvaise évolution, ou que la personne n'a pas été bien suivie, ou que. Faut toujours balayer devant sa porte, hein, avant de balayer devant celle du voisin. Donc, mais l'amour, l'empathie, l'écoute sont des clés absolues. Alors j'aime beaucoup ce que tu as dit, ça m'évoque deux choses, si je peux résumer en même temps ce que tu as dit. La première chose, c'est que la bienveillance, c'est pas ne pas dire ce qui déplaît. Au contraire, l'amour, c'est de dire ce qui va pas à quelqu'un, parce que c'est souvent ce qui est le plus dur. Oui. Et c'est une preuve de confiance que de dire à quelqu'un, je te dis ça parce que je sais que tu peux changer, tu peux évoluer. Oui. Et j'avais eu un mentor qui était américain qui disait toujours, avant de faire un feedback négatif à quelqu'un, je lui dis I love you and here is what you can change. C'est-à-dire je t'aime, mais voilà ce que tu pourrais changer dans ta manière de faire. Et c'est important parce qu'il dit d'une part, en tant qu'individu, je t'aime, mais au niveau comportemental, voilà ce que tu peux changer. Et en fait, les gens qui marchent le mieux en entreprise, c'est justement ceux qui ont confiance en eux suffisamment pour pouvoir remettre en cause leur comportement. C'est-à-dire que changer leur manière de faire, pour eux, ça ne remet pas en question leur confiance en eux. Et c'est des collaborateurs comme ça qu'on veut. Et puis, quelquefois, c'est ce que tu dis, tu dois faire des choses, tu dois virer des gens, et ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. C'est-à-dire que moi, ça m'est déjà arrivé dans ma carrière de devoir virer des gens qui faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour sauver la boîte, mais c'était pas suffisant. Et donc, et c'est terrible pour un manager de devoir aller les voir et dire, t'es épuisé parce que t'as tout tenté, puis ça a pas marché, puis je suis obligé de te couper pour sauver le reste, etc. Et je trouve que c'est une pépite que tu as dite, quand vous faites ça, n'oubliez pas les gens qui restent. Parce que ce que vous faites, effectivement, aux gens qui partent, a beaucoup d'influence sur ce qui reste. C'est-à-dire que les gens, ils veulent être dans une entreprise où on respecte les humains et où on fait ça proprement. Donc, merci pour ce témoignage parce que voilà, je trouve que c'est bien équilibré. Ouais, il y a le management, on fait confiance, on est bienveillant, etc. Et puis il y a des choses difficiles à faire et ça fait partie du taf, quoi. C'est inclus dans la fonction. Ouais. Il y a un collaborateur un de mes très bons collaborateurs, qui me dit souvent que lui, il est devenu bon au management. Il estime qu'il est devenu bon au management le jour où il est allé en formation et où le formateur est rentré et leur a dit si vous faites ce métier pour vous faire aimer, pour être aimé, vous pouvez sortir de la pièce parce que vous ne pourrez pas mettre en application ce que je vais vous dire maintenant. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase ? Tu nous parles d'amour, et puis on a un formateur en management qui nous dit faut pas faire ça pour être aimé. Et j'ai un collaborateur qui me dit moi ça m'a ouvert toutes les portes. Le fait de plus faire ce métier-là pour être aimé. Alors je suis d'accord avec cette phrase, je suis d'accord avec ça. Et ça a été quelque chose de difficile à comprendre et à entendre pour moi. Là aussi, sans doute, rapport à l'enfance, besoin d'être aimé, on a tous besoin d'être aimé. J'ai besoin d'être aimé. Sans doute, si je fais de la scène aujourd'hui, c'est aussi parce que il y a ce besoin. Donc, il ne faut pas nier ce besoin-là. Il est là. Il est là et il fait partie de nous. Être aimé par l'autre, je le disais tout à l'heure, on a peur de deux choses quand on se lève, de pas être aimé et mourir. Donc, accepter le fait
qu'on a besoin d'être aimé est une chose. Faire en sorte de faire ce boulot de direction, ce boulot d'emmener les gens pour être aimé est une erreur. Ok. Donc c'est de bien distinguer, on va dire ici, la fonction et l'homme. L'homme a besoin d'être aimé. L'être humain a besoin d'être aimé. La fonction, si on la fait en ayant en tête qu'on a besoin, ou qu'on a envie, ou qu'on veut être aimé, c'est une erreur. Par contre, et j'aime bien toujours cette notion de « je donne », et donc je donne de l'amour. Je n'en attends pas en retour. Si en tant que boss, je donne de l'amour, j'aime les gens, j'aime mon métier, j'aime le travail bien fait, j'aime, et que je n'attends pas en retour d'être aimé, parce que c'est pas mon job, parce que mon job est pas lié à ça. Aimer oui, donner oui, recevoir dans ce cadre-là, dans ce cadre, être aimé non. Est-ce que je suis clair? Ouais, je pense. Je pense que et je pense que c'est pas évident. Je pense que c'est un sujet qui est pas évident. C'est un sujet qui paraît simple. Et une simplification, ça pourrait être de dire non, mais ce qu'ils attendent de toi, c'est pas que c'est d'être juste. Mais en fait, justement, la question, en fait, faut pas faire ça pour être aimé. C'est est-ce que tu as envie d'avoir un boss qui fait ça pour être aimé? En fait, moi, j'aurais pas envie d'avoir un boss qui fait ça pour être aimé. Parce que j'aurais peur qu'il fasse des erreurs, qu'il favorise machin au lieu de favoriser bidule, parce qu'il est plus sympa, mais même s'il est moins compétent, etc. Moi, j'aurais envie d'avoir un boss qui m'aime, ça c'est sûr, Voilà. puisque j'ai besoin d'être aimé. Mais effectivement, Mais c'est pas une question facile. C'est pas Non, une question. non, Parce que je suis d'accord avec toi, c'est un besoin fondamental. Et c'est un des deux besoins fondamentaux que tu décris. On n'a pas envie de mourir. C'est-à-dire, on a des systèmes très ancrés profondément en nous qui vont nous sauver justement de la mort. Et puis on a aussi, parce qu'on est des animaux sociaux, ce besoin d'être reconnu, apprécié, parce que aimer, ça peut prendre de différentes. Et je pense que c'est un des trucs qui sont vraiment difficiles. Déjà, faut en avoir conscience. C'est ce que tu dis. Il faut en avoir conscience. Il faut se dire, bah ouais, j'ai besoin d'être aimé, c'est un besoin que j'ai, comme tout le monde. Et après, c'est qui va me donner cet amour? C'est ça la question finalement. Et en entreprise, bah vaut mieux plutôt essayer d'être apprécié, d'être aimé par la direction de l'entreprise et le projet de l'entreprise, si la direction représente le projet, que d'être aimé par nos collaborateurs. Nous, notre rôle, c'est d'aimer nos collaborateurs suffisamment pour avoir confiance en eux, être bienveillant, pouvoir être authentique avec eux, etc. Pas facile. Non, pas facile, parce que c'est très compliqué de dissocier l'homme de la fonction. On est des êtres humains complets, complexes, et donc il y a toujours des mix qui se font à un moment ou à un autre. Maintenant, il y a une clé. Ah. Je pense que c'est plus facile de ne pas avoir besoin d'être aimé en tant que boss quand on s'aime soi-même suffisamment. On est d'accord. Et ça, apprendre à s'aimer, pour moi, ça a aussi été un apprentissage. Apprendre à s'aimer suffisamment pour ne pas attendre l'autre qui vous aime facilite grandement le travail du manager, du directeur, du responsable, du leader. Ouais. Parce qu'en fait, tu te suffis. Mais dans ce cadre-là, par rapport à ça, tu ne vas pas, à partir du moment où cela te suffit, mais dans ton job, tu ne vas pas aller chercher. Si tu t'auto-suffis. Alors, effectivement, tu te régénères à l'extérieur, tu te régénères dans plein d'autres circonstances, et tu reçois de l'amour en retour, évidemment, dans ton univers familial, amical. Mais là, au boulot, je m'aime, et j'adore cette phrase, je m'aime, et j'aime les autres. Ouais. Et puis, on fait aller la machine. Et puis ça va marcher. Je crois qu'à un moment, tu as prononcé le mot chance. Et
J'aimerais bien avoir ton avis sur la chance. Alors, j'adore ce mot. Je trouve que c'est un beau mot. Je Mhm. trouve ça un joli mot. Euh, En latin, chance c'est fortuna, la fortune, la bonne fortune. Euh, alors pour moi, la chance, euh, j'ai beaucoup réfléchi à ça, et j'ai beaucoup lu à propos de la chance. Euh, Quelqu'un m'a demandé un jour, Marc, comment avoir de la chance? Mhm. Et j'avais lu, je ne sais plus où, mais je l'avais jamais sorti, et ça m'est sorti à ce moment-là. Tu auras de la chance à partir du moment où tu es une chance pour quelqu'un. Ok. Sois d'abord une chance pour quelqu'un. La vie te le renverra, peut-être pas tout de suite, peut-être pas dans l'immédiat, peut-être pas de manière corollaire, mais la vie te renverra cette chance. Pour moi, ça a été cette lecture-là et le fait que j'ai pu l'exprimer à ce moment-là parce que cette personne me l'a demandé, pour moi, ça a été un déclic. Sois d'abord une chance avant d'en avoir. Encore une fois, donne de l'amour avant d'en recevoir si tu en reçois un. Bon, on ne va pas revenir sur ce qu'on vient de dire. La deuxième chose, euh, je pense que il y a plein de gens qui naissent dans des milieux extrêmement compliqués, d'autres qui naissent dans des milieux extrêmement favorables, et donc qui ont la chance de naître dans un milieu favorable par rapport à d'autres, et qui ne font rien de cette chance. Mhm. Et d'autres qui ont la malchance de naître dans un milieu compliqué, difficile, etc., et qui vont aller chercher les opportunités, qui vont saisir les chances qui s'amènent vers eux. Parce que je crois, c'est ma croyance, ma conviction, que nous avons tous des opportunités qui se présentent à nous. Tout le temps. Tout le temps. Plus on est aligné avec ce qu'on est, avec notre mission de vie dont on parlait tout à l'heure, plus on perçoit les opportunités, Ouais. plus on les saisit. Ouais. Mais même si on n'est pas aligné, même si on est au démarrage de sa vie, même si on ne sait pas encore ça, il y a des choses qui viennent à vous. Après, vous avez la liberté de les saisir, ces opportunités ou pas. Alors, vous avez parfois peur, vous avez parfois des obstacles qui vous empêchent d'y aller directement, peu importe. Donc, ça n'est pas facile. Mais si vous saisissez ces opportunités, parce que vous êtes attentif à ce qui se passe, prêtez attention à votre environnement. Soyez, alors on va pas venir sur l'instant présent parce que c'est encore un autre truc, etc. Mais soyez attentif à ce qui se passe autour de vous. Il y a des événements, il y a des opportunités qui vous sont favorables. Saisissez-les. Être attentif. Et alors, un point important. Le partage. Vous savez, j'avais un oncle qui, lorsque j'avais 8 ans, je pense. Je soufflais sur mon gâteau d'anniversaire, je souffle, et mon oncle me dit fais un vœu, mais surtout ne le dis à personne. Quelle connerie! Quelle connerie! Quelle Bah ouais. connerie! Il faut partager ses rêves, ses vœux. Ouais. Il faut les partager. Vous savez quoi, ce qui se passe? En les partageant, qu'est-ce qui peut se passer? Plus vous partagez ses rêves, ses envies, ses objectifs, ses projets, peu importe. Plus vous les partagez, plus vous vous dites que c'est possible dans votre tête. Plus vous les partagez, plus vous pouvez offrir l'opportunité à quelqu'un de faire en sorte qu'il réalise lui aussi son rêve. Et plus vous les partagez, plus vous allez pouvoir trouver quelqu'un qui est susceptible de pouvoir vous aider à réaliser le vôtre. Vous créez votre propre opportunité. Donc, n'ayez jamais peur de raconter vos envies, vos besoins, vos rêves, vos objectifs, vos projets, peu importe. Faites vos souhaits. Faites en sorte de les partager. Et donc, pour revenir à ce terme chance, et revenir à Jean-François Zobrist, 97% des gens sur cette terre ont envie de vous aider. Bien sûr. Donc, plus vous racontez ce que vous avez envie d'être, de faire, plus vous allez trouver soit des gens, soit des opportunités, ou les gens qui seront les opportunités pour pouvoir avancer. Et plus donc vous allez créer votre chance. Votre vigilance, votre partage, le fait que vous soyez une chance pour quelqu'un d'autre, vous aide à avoir de la chance et à nourrir cette chance. Elle n'arrive pas toujours au moment où vous l'espérez, c'est vrai. Mais ça, c'est la vie. C'est comme ça. Le temps, vous ne gérez pas votre temps dans ce cadre-là. La vie, l'univers ou d'autres choses gèrent ce qu'il y a à gérer. Par contre, vous pouvez être disponible aux opportunités. Exact.
C'est ce qu'on appelle le kairos, hein, c'est Oui, le dieu du temps, mais le dieu de l'opportunité. absolument, absolument. Alors, juste comme on arrive bientôt vers la fin, tout à l'heure, il y a vraiment un truc que tu as dit. Alors, c'est pas vraiment, est-ce que c'est du management? Peut-être pas tellement. Mais tu as parlé du journalisme et tu as parlé de ton ambition qui est que dans les news, ce serait peut-être pas mal d'avoir des choses un peu plus positives. Je suis assez d'accord. Mais est-ce que tu veux nous dire un mot là-dessus? Je pose la question parce que je vois à quel point mes collaborateurs, quand je discute avec eux, sont atteints parce qu'on leur assène en permanence à la radio, parce que moi, tu sais, j'ai des techniciens qui sont sur la route, des commerciaux, etc. Mais moi, je pourrais pas écouter. Enfin, moi, je n'écoute pas la radio à cause de ça. C'est que t'arrives au boulot, t'arrives chez le client, mais t'es. Alors peut-être que l'entreprise peut être justement un lieu où on est isolé de tout ça. Je pense que ça peut être la tâche du manager et de l'entrepreneur de faire de son entreprise justement un lieu où on n'a pas tout ça et justement un lieu où on s'épanouit, etc. Je pense que c'est le rôle de l'entrepreneur, etc. Mais le rôle du journaliste. Écoute, j'ai fait un TEDx, pour ceux et celles que ça intéresse, j'ai fait un TEDx sur l'information constructive et sur comment est-ce que les médias peuvent modifier notre vision du monde. Okay. C'est TEDx Bruxelles, je t'enverrai On mettra le lien en description. D'accord. Parce que je pense que c'est vraiment important. Oui, et en résumé, si tu veux, nous avons les médias ont un rôle essentiel dans la perception que les gens ont du monde. Absolument. Cela étant, nous sommes aujourd'hui tous des médias, à travers les réseaux sociaux et autres. Donc déjà, comment est-ce que nous pouvons modifier les choses en étant nous-mêmes, nous, médias, porteurs d'informations positives, constructives, faisant écho aux initiatives chouettes qui parsèment le monde. Et voilà. Ça, c'est la première chose. Encore une fois, balayons toujours d'abord devant notre porte. Aujourd'hui, on peut être des médias. Faisons en sorte effectivement qu'en tant que médias, sur les réseaux sociaux, on balance de chouettes choses. Et déjà, il y a un truc très simple à faire, c'est de pas relayer ce qui est négatif. C'est le premier truc, ça demande aucun effort. Tu as tout à fait raison. C'est juste, ça demande une réflexion, pas un effort. Mais donc, ça dépend de chacun d'entre nous. Chacun et chacune d'entre nous. Donc ça, c'est génial. Parce que déjà, nous avons un impact. Nous faisons un pas pour qu'il y ait un impact positif dans le monde. Nous avons notre libre arbitre. Et tu viens d'évoquer une chose essentielle. Ne relayons pas des mauvaises nouvelles. Ça, c'est un. 2. Notre esprit, notre cerveau, nous avons un petit cerveau reptilien qui fait en sorte qu'il y a un certain nombre de peurs, etc. Et qui fait en sorte qu'il aime assez bien les difficultés, il aime assez bien, et que les médias, grosso modo, aujourd'hui, mass médias, mais jouent sur ce cerveau reptilien, jouent là-dessus. Donc, ils jouent sur nos peurs, ils jouent sur nos angoisses, ils jouent sur nos anxiétés. Alors, le journaliste, l'école de journaliste, Albert Londres, qu'est-ce qu'il a dit au départ, une de ses premières phrases, qui est un des fondateurs du journalisme? Il a dit, le journalisme n'est ni bon ni mauvais, c'est pas pour apporter des mauvaises ou des bonnes nouvelles, c'est pour plonger la plume dans la plaie. Mais quand vous plongez une plume dans une plaie, ça fait quoi? Ça fait pas nécessairement du bien. Non. C'est ce qu'on apprend dans nos écoles de journalistes. Okay. Donc, troisième élément. Quand on sait ça, on se dit, on écoute Socrate. Et Socrate, il y a 2500 ans, nous a dit à son disciple qui arrivait vers lui, Maître, j'ai une information à vous donner, Socrate dit, alors, dis-moi, est-ce que cette information est vraie? Ah, je ne sais pas, maître. Ah bon? Tu ne sais pas si l'information que tu veux me donner est vraie? Ok. Deuxième chose, est-ce que cette information est bonne? Ah non, maître, c'est pas une bonne information. Ah. Ok, ni vraie, tu sais pas si elle est vraie, tu sais pas si elle est bonne. Ok, en tout cas, elle n'est pas bonne. Est-ce qu'au moins, elle m'est utile? Ah non, maître, alors si elle m'est ni utile, ni bonne, ni vraie, mais passe ton chemin. Tu peux te la mettre. Et je trouve, et alors tu sais quoi, aujourd'hui, ce que l'apprentissage, c'est apprendre la nuance dans une société qui est de plus en plus polarisée, les journalistes, la nuance, d'apprendre la transparence, de faire en sorte qu'on dise les choses vraies,
mais aussi et surtout de faire en sorte que, on est au moins, aujourd'hui c'est 95% des informations qu'on écoute sur nos antennes médias sont négatives. Au moins d'avoir 50-50. Au moins de balancer 50% négatif, 50% positif pour faire l'équilibre. Dans votre vie, vous n'avez pas 95% d'informations négatives dans votre vie quotidienne. Vous seriez plus là pour en parler, vous seriez suicidé, c'est pas possible ça. Donc, 50-50, 2. Si vous devez annoncer une mauvaise nouvelle à un nouveau, je reprends l'enfant. Vous devez annoncer une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez lui balancer comme des unes de certains journaux quotidiens ou autres magazines qui vous balancent des mots à vous arracher le cœur et les tripes? Ou bien vous allez faire attention aux mots que vous dites? Et est-ce que vous allez faire attention au ton que vous évoquez, au ton que vous utilisez? Mais si vous équilibrez 50-50, si vous faites attention à la manière dont vous devez annoncer des news qui ne sont pas agréables, parce qu'il ne faut pas cacher la réalité, elle est là, mais qu'il y ait au moins une réalité nuancée, équilibrée, et que donc si vous faites attention au ton et aux mots que vous utilisez, les informations que vous recevrez sont beaucoup plus acceptables que celles que vous recevez aujourd'hui. Et c'est un très mauvais signal, évidemment, à continuer à donner 95% d'informations négatives. Qu'est-ce que les gens font? Ils n'écoutent plus les infos. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On reste dans son cercle d'information, on reste dans son petit cercle avec les réseaux sociaux et les algorithmes qui vous imposent effectivement de rester dans votre même univers. Vous ne voyez plus qu'une chose, il n'y a plus de mixité, plus de diversité, et on s'enferme de plus en plus dans notre petit cerveau étroit qui va nous emmener je ne sais où. Ok. Je pense qu'on peut finir là-dessus parce que je pense que c'est un message très très important. Merci Marc pour tout ce partage. On mettra ton TEDx et puis quelques informations sur toi dans le descriptif du podcast. Voilà, je pense qu'il y a plein de choses. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour de la question? Est-ce que la mission est accomplie? Écoute, je pense que la mission est accomplie et j'ai souvent du mal à faire ma propre promo. Donc j'ai coécrit un livre qui s'appelle Balancer vos ondes positives sur justement le management participatif et le leadership participatif. Super. Eh bien voilà, je propose aussi que tu mettes le lien pour ce livre parce que c'est avec grand plaisir. Voilà. Et sinon, on n'a jamais terminé, Cédric. Et c'est ce qui est agréable, justement. Et merci en tout cas de m'avoir donné l'occasion d'exprimer tout ça et d'exprimer mon envie, mon enthousiasme et ma passion pour tout ça. Merci, j'ai adoré. Merci beaucoup, Cédric. À bientôt, que tout se passe bien pour toi. Ciao. Salut. Merci pour toi aussi.